Nous sommes au cœur du référendum constitutionnel du côté de la République centrafricaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tout le soir du côté de Bangui dans le cadre de ces éditions spéciales For You Media Africa. Bien sûr, la télévision nationale centrafricaine, mais aussi la radio nationale. Eh bien, ce soir, on parle d'une autre thématique, la domination étrangère. Un sujet, vous le savez, qui passionne en Afrique. Nombreux sont donc ces pays africains qui, même aux sorties de la colonisation, sont toujours restés sous le joug colonial et ce, sous plusieurs leviers. Mais comment sortir de cette domination étrangère? Sur quel levier ou encore sur quel instrument s'appuyer justement pour pouvoir assurer ou assumer sa souveraineté? Eh bien, beaucoup pensent que la RCA, la République centrafricaine, est donc sur la bonne voie à travers ce référendum constitutionnel, à travers ce projet de nouvelle constitution. Comment est-ce que ce projet pourrait donc garantir la souveraineté totale du Centrafrique? On en parle ce soir avec vous également en coprésentation. Bissayo, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de près ou de loin à travers le monde. Mesdames et messieurs, c'est tout un plaisir de vous retrouver au cœur de l'actualité en Centrafrique. L'actualité dominante de l'heure, c'est surtout la constitution de la République centrafricaine réécrite par les Centrafricains à 100% afin d'ouvrir une nouvelle ère de la démocratie et également permettre à ce pays d'emprunter une nouvelle trajectoire de son développement socio-économique. Vous savez pertinemment que cela a été matérialisé le lundi 10 juin dernier. C'était à l'Assemblée nationale à Bangui, à l'occasion de la remise officielle de ce document de portée nationale par son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Vous avez suivi de bout en bout que toutes les couches sociales issues des différents segments de la société se sont vraiment mobilisées autour de ce projet de la Constitution, cette nouvelle loi fondamentale qui va en adéquation, bien entendu, avec la réalité socio-économique de l'heure en République centrafricaine. C'est pour dire autant qu'aujourd'hui, tout le peuple centrafricain, dans son entier, est derrière cette Constitution afin de créer une nouvelle République. C'est la 7e République avec une nouvelle option, c'est le développement socio-économique, car le pays a traversé des moments très difficiles à travers les différentes crises récurrentes. Il est question de tourner définitivement la page sombre de l'histoire. Le sujet de l'heure pour ce grand débat sera articulé autour de la loi fondamentale contre la domination étrangère. Et pour en parler, justement, nous retrouvons sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale nos imminents orateurs qui, depuis plus d'une semaine, étaient là pour décrypter l'actualité de l'heure en Centrafrique. Il s'agit nommément du docteur Yamb. Il est économiste, chercheur. Merci d'être de nôtre. Mon cher Bissayo, c'est moi qui suis honoré d'avoir été invité sur ce plateau avec votre collègue Madame Siken Doumbé et de pouvoir parler avec nos frères centrafricains de ce moment qui ne concerne plus seulement le Centrafrique, mais qui concerne en fait toute l'Afrique. Merci beaucoup. Nous avons également Jonathan Batangene, qui est également sociopolitiste, qui a également été très brillant dans les débats au cours de cette semaine. Merci Monsieur Bissayo, bienvenue. Bara Alakoué à vous, Bara Alakoué à tout le peuple centrafricain, vous tous qui nous regardez et nous suivez de partout dans le pays. Je pense bien sûr à tous ceux qui sont là-bas à Birao, à Bosango, à Bangassou, dans ces localités-là, qui nous écoutent, à Boali tout à côté ici, ou bien à Damara chez le chef de l'État lui-même, le président Faustin Archange Touadéra. Vous tous là qui nous écoutez, c'est un plaisir que d'être là, au rendez-vous de l'histoire. Bonsoir Madame Siken Doumbé, à tous les copanélistes qui sont là. Également au menu de nos panélistes, sans oublier Parfait Ndom en politique. Merci également d'être de nôtre. Bonsoir Monsieur Bissaou, c'est un plaisir d'être, enfin de partager ce plateau avec vous. On avait l'habitude de vous voir sur les antennes de la télévision nationale. Et là, nous avons l'occasion, enfin, de partager ce grand moment de réflexion, mais surtout de débat avec vous, avec l'ensemble du peuple centrafricain. Et une pensée particulière aujourd'hui pour la diaspora centrafricaine, parce que c'est elle souvent qui est au cœur
de toutes les formes de manipulation des forces exogènes qui, depuis très longtemps, ont fait de la Centrafrique leur cour arrière, leur terrain de jeu favori, pour continuer à prétendre ici ravaler l'être humain, l'homme centrafricain, l'homme africain, au rang de la bête pratiquement, d'en faire la périphérie des périphéries. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette éminente possibilité pour le peuple centrafricain d'enfin de se réapproprier de sa souveraineté, le rôle de la diaspora, à travers son refus de se laisser une fois de plus être le ventre mou de la résistance centrafricaine et africaine, sera déterminant dans le challenge que nous propose cette réécriture de cette constitution. Bonsoir à la princesse Manuela Sikeng Doumbé. C'est toujours un plaisir et un honneur pour être là. Merci à tout l'ensemble du peuple centrafricain qui, depuis que nous sommes là, nous montre ce que c'est la fraternité et la solidarité africaine. Et merci pour cette invitation. Merci à vous, Patient Parfendon. Merci également à tous les autres invités. Vous l'avez donc compris, chers auditeurs et bien sûr également téléspectateurs. On ouvre donc le débat autour de la thématique centrale, la nouvelle constitution. Comment est-ce que cette loi fondamentale, alors ce projet de constitution pourrait garantir la souveraineté ou alors lutter contre la domination étrangère? Eh bien, je vais commencer par vous, Jonathan Bateguéné, sur cette thématique. Vous le savez, d'ailleurs, on a au début, depuis qu'on a commencé ces émissions, il y a beaucoup de messages des téléspectateurs. Il y a les Centrafricains qui réagissent. Exactement, effectivement, ils veulent savoir comment est-ce que ce projet de constitution pourrait aujourd'hui changer le visage de l'Afrique, de la RCA, et surtout, précisément, on a eu cette question hier, comment est-ce que cette constitution pourrait garantir cette souveraineté ou encore cette indépendance de la République centrafricaine face aux, on va dire, forces étrangères, je le mets entre guillemets. La constitution, le projet de constitution qui a été proposé, qui a été remis au directeur national de la campagne, à la direction nationale de campagne, est truffé d'éléments de défense de la souveraineté, de garantie et de sauvegarde de la souveraineté. Je prendrai peut-être celui qui peut être considéré comme le dernier élément, c'est-à-dire le titre concernant les conditions de la modification de la Constitution. Dans les articles qui y sont consacrés, vous allez voir qu'il y a des conditions inaliénables de la Constitution. Parmi les conditions inaliénables de la Constitution, il y a par exemple les incompatibilités liées à la fonction du président de la République. Ces incompatibilités, vous avez par exemple la question de la nationalité, qui est fondamentale. On vous dit, le peuple centrafricain peut décider de tout, sauf de modifier les incompatibilités avec la fonction présidentielle. Or, dans les démocraties libérales et même celles socialistes, les démocraties ont toujours consacré le président de la République comme étant l'incarnation par excellence du souverain qu'est le peuple. Pourquoi? Parce que seul le président de la République incarne la totalité du pouvoir du peuple. Le président de la République, au cours de son élection, va bénéficier de l'adhésion collective de tout un peuple. Parce que c'est chacun dans le pays qui est allé mettre dans l'urne le bulletin et qui a choisi. Quand on dit chacun, ce n'est pas que tout le monde a choisi le président, mais la majorité va choisir celui qui va déterminer l'avenir du pays. Il est élu sur la base d'un projet et d'un programme politique. Oui. Et ce dernier a, selon la Constitution, le seul droit de ratifier les accords internationaux. Ça veut dire que, en fait, il est le représentant de tout le peuple. Tandis que le reste des institutions seront simplement des démembrements de l'État qui n'ont pas la même fonction. Ils ne représentent pas l'entièreté du peuple. Ils représentent le peuple dans certaines fonctions précises. Par exemple, le Parlement, le judiciaire, les juridictions de l'ordre du judiciaire. Et vous allez remarquer que dans les juridictions de l'ordre du judiciaire, ils ont mis en place plusieurs institutions, dont le seul qui incarne la totalité de la souveraineté, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État, on va prendre la précaution de dire les incompatibilités liées à cette fonction sont inaliénables. Ils sont inchangeables.
on peut modifier la Constitution, mais pas modifier ses principes. C'est d'abord la première garantie de souveraineté. Pourquoi? Hier déjà, le docteur Eboutou, le grand frère patient parfait, et même dans une moindre mesure le docteur Yam, ont très bien développé les apories liées à la nationalité, c'est-à-dire les faiblesses d'une double nationalité avec la fonction de chef de l'État. Nous sommes dans un monde, et déjà nous développions ça la semaine dernière, où l'espace public international est traversé par un ensemble de logiques qui sont concurrentes, qui sont divergentes, qui sont même parfois conflictuelles. Si vous prenez le cas du Centrafrique, oui. Le Centrafrique, dans ses logiques d'émancipation, a, de manière claire, adressé un ensemble de situations à la France, qui est l'ex-puissance colonisatrice. Et la France, qui aujourd'hui voit le Centrafrique s'émanciper de son aile, ne constate pas cela d'un bon oeil. Oui. La France manœuvre pour revenir à la charge. La France veut à tout prix revenir au contrôle du Centrafrique. Oui. Et dans cette perspective, imaginez-vous qu'un individu ait la nationalité française et centrafricaine. Pensez-vous que la France sera indifférente à manipuler cet individu dans le sens... conflit d'intérêts. Tout à fait. Donc, vous voyez que, avec la question de la binationalité, par exemple, la question des logiques, du type de relations qu'entretient le Centrafrique et la France aujourd'hui, le Centrafrique a des raisons de se méfier d'un Centrafricain qui a aussi la nationalité française. Cela n'est pas seulement valable pour la France, c'est aussi valable pour un individu qui a la nationalité états-unienne. On a vu la semaine dernière, on parlait de cette ONG de Sentry qui réalise des rapports négatifs sur l'État centrafricain, qui vous raconte des histoires qui ne sont pas le fruit de véritables enquêtes, qui sont en fait le fruit d'une experte qui, on a eu l'occasion de voir dans l'hôtel où elle loge, donc elle ne sort pas de cet hôtel, ne va pas sur le terrain, et puis se met à réécrire un ensemble d'allégations qui sont considérées comme des vérités sur le Centrafrique. Imaginez-vous donc que le département d'État auquel appartient cette dame, parce qu'elle est employée elle est répertoriée dans le site de l'Atlantic Council, et l'Atlantic Council, c'est une entité qui est un think tank, les États-Unis appellent ça think tank, c'est un groupe de réflexion de personnes qui sont rattachées au département d'État américain, donc elle est elle-même employé du département d'État américain. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Alors, comment un employé du ministère des Affaires étrangères peut écrire en disant qu'il est indépendant? C'est tout à fait inconcevable, c'est une aberration. Et maintenant, imaginez-vous qu'il y ait un opposant qui serait en train de lorgner la position de président de la République et qui a également la nationalité états-unienne. Vous pensez que les États-Unis n'iront pas manœuvrer pour que cet employé, ce candidat-là ne bénéficie du soutien des États-Unis? Et vous avez vu, c'est parfois matérialisé par un ensemble de soutiens clairs. Quand vous avez des gens qui ont la binationalité, par exemple les franco-centrafricains, ils ont les portes ouvertes à des médias, je ne vais pas leur faire la publicité, mais tout le monde connaît. Ils ont la porte ouverte à France 24, à RFI. Le matin, ils sont les champions de la désinformation sur le Centrafrique. C'est eux qu'on interviewe de manière privilégiée. On écoute leurs paroles comme des paroles d'évangile. On leur donne la parole sur tous les sujets, même les sujets où ils n'ont pas de compétences. C'est un parti pris qui est subtil. Et la France le fait à dessein. Parce qu'elle veut à tout prix poser son champion comme étant l'individu providentiel qui va changer le Centrafrique. Donc, sur la question de la binationalité, c'est un élément fondamental. Et la Constitution actuelle protège le Centrafrique en disant ne peut être président de la République qu'un Centrafricain d'origine. Et elle définit clairement qui est Centrafricain d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tergiversation. On ne va pas dire c'est des acrobaties juridiques. On dit non. Celui qui a des parents nés des parents centrafricains. C'est-à-dire des parents eux-mêmes qui sont centrafricains. Dans l'origine, voilà. Ça permet à des personnes qui ont eu le courage, qui ont eu la détermination, qui ont eu la foi de rester malgré les difficultés avec leur nationalité centrafricaine, ce qui est d'ailleurs un gage d'amour pour son pays, un gage de patriotisme. Ces individus n'ont pas été des sous-marins à un certain moment. Ils n'ont pas été des chauves-souris qui ont revêtu
l'habit de souris quand il fallait se confondre aux souris, quand les rats pouvaient ronger à profusion, et remettant les ailes pour voler avec les pigeons lorsqu'ils sentent que c'est désormais dans le ciel qu'on peut se retrouver. Non, ceux-là qui ont eu la foi, qui ont eu le courage, qui ont eu l'amour du pays, qui sont restés avec leur seule nationalité, ont subi la difficulté d'avoir un visa, parce que simplement on disait c'est un centrafricain. Ceux-là qui sont allés dans certains pays ont subi les humiliations, parce qu'on leur disait « Oh, votre pays, il est ceci, il est cela ». Ceux-là qui ont eu ce courage, la Constitution dit, c'est eux qui doivent aller porter la fonction la plus grande dans le pays, la fonction de président de la République. Et c'est inchangeable s'il y a modification constitutionnelle. C'est une des garanties. Pour moi, j'ai retenu cela comme une garantie suprême de la souveraineté du Centrafrique. Une garantie en tout cas qui empêche la mainmise étrangère en tout cas sur le pouvoir. Effectivement, votre analyse est exactement pointue, ça répond exactement aux aspirations du peuple centrafricain aujourd'hui qui veulent que ce soit les centrafricains d'origine qui puissent accéder aux affaires, au summum de l'État, parce que vous savez que si on a double nationalité, on est tenté d'être orienté selon les intérêts des Occidentaux. Aujourd'hui, si c'est un centrafricain qui accède aux affaires de l'État, il va avoir un penchant pour ses compatriotes. Et c'est pour cette raison même que cette loi fondamentale, qui est d'abord l'émanation du peuple, a vu le jour. Et la question de savoir une loi fondamentale contre la domination étrangère, Monsieur Dom, vous êtes homme politique, est-ce dire que désormais la République centrafricaine a la main libre de gérer des affaires publiques? Il faut analyser et construire le monde dans lequel nous vivons sur le prisme des rapports de force qui régissent, n'est-ce pas, les positions des États, des institutions, entre ceux qui se considèrent comme les maîtres, n'est-ce pas, du monde, et ceux qu'eux, ils considèrent comme leur assujettis. Et ce qui donne de la valeur à une indépendance, c'est la capacité des populations de cet espace qui a acquis son indépendance, parce que n'oublions pas l'histoire de la domination coloniale, on peut remonter maintenant à l'esclavage, mais la domination coloniale, surtout la domination néocoloniale, qui a mis la République centrafricaine dans l'escarcelle des pays en réalité qui ont reçu ce que nous appelons les indépendances factices. Factices pourquoi? Parce que elles n'ont pas pu avoir la plénitude de toutes les manettes de souveraineté entre les mains de l'indépendance. Et elles ont continué à être l'objet d'un ensemble de brimades consécutives ou bien qui se sont manifestées par le fait qu'effectivement, il n'y avait pas au sein de l'institution première, comme vient de dire Batengene, c'est-à-dire l'exécutif chapeauté par le président de la République, une capacité réelle à pouvoir orienter le développement ou bien les axes majeurs des orientations qu'ils auraient choisies, c'est-à-dire en élaguant ou bien en mettant complètement de côté toute forme de pression, toute forme de domination, toute forme, j'allais dire, de capacité de cet extérieur-là à leur imposer une quelconque vision. Et ça part d'où? Ça part de allusion aux différents projets de société. Non, au-delà de projets de société, c'est-à-dire de la capacité pour le pays de se déterminer. Alors, on a constaté, quand on regarde l'histoire même récente, la République centrafricaine, que ceci était possible seulement parce que la Constitution elle-même, qui était une Constitution qui était rédigée ailleurs, qui a été une Constitution qui ne donnait pas la plénitude de la capacité des politiques centrafricains de pouvoir s'autodéterminer, justement, d'en faire des États, j'allais dire, un État vassal. Un, des politiques extérieures, deux, des intérêts de l'étranger. Avec cette nouvelle Constitution, il y a deux éléments qui reviennent et qui vont être la clé, qui va certainement permettre à cette République-là de sortir de cette cage de fer dans laquelle elle était enfermée depuis très longtemps et dans laquelle elle est tournée en rond comme un petit poisson rouge dans un bocal. Là, enfin, elle a la clé qui va lui permettre de sortir de cette cage de fer et d'assumer enfin la plénitude de sa liberté. Ces deux éléments-là, c'est quoi?
Cette constitution consacre en réalité la création d'un État souverain. Oui. Cette constitution consacre deuxièmement la souveraineté de l'exécutif dans le chef de l'État vis-à-vis de son propre peuple, mais vis-à-vis aussi de l'extérieur. Et dans le préambule, il y a des éléments qui commencent à émerger. Par exemple, jusqu'à un passé récent, le Centrafrique, comme d'autres pays dits francophones, avait ce qu'on appelait les accords de coopération avec la France. Oui, tout à fait. C'est ici, d'ailleurs, qu'on a découvert qu'au-delà de ces accords de coopération qui étaient connus, il y avait par exemple la question de porte-plume. Effectivement. Oui, ouais. Effectivement. Voilà, la question de porte-plume et des décanards qui ont été dénoncés, parce que nous on connaissait les accords de coopération, grosso modo comme ça, et sans oublier les accords militaires, mais qui consacraient l'assujettissement total de ce peuple et de ce pays, dont de ces institutions, vis-à-vis des intérêts étrangers. Oui. Et nous, on était surpris de constater qu'il y avait des avenants, si on peut le dire ainsi, à ces accords de coopération, qui davantage encore dépouillaient totalement le pays, l'exécutif, le chef de l'État, de toute forme de souveraineté. Alors, mais pourquoi? Parce que tout à l'heure, je l'ai dit à l'entame de mon propos, lors de mon propos introductif, c'est qu'ils ont conçu le monde divisé en deux. Il y a le centre, qui est eux. Il y a la périphérie, donc nous. Et ils ont mis un ensemble de mécanismes de brimade pour justement ne pas permettre que nous aussi nous puissions, comme le sacro-saint principe de l'ONU le stipule, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils l'ont écrit, mais ils l'ont enlevé dans les faits, dans la pratique chez nous. Et ça passe par plusieurs mécanismes. Vous avez par exemple le fait que dans la plupart de nos pays dits francophones, vous ne pouvez pas avoir un programme économique s'il n'est pas validé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Impossible. On a la question de fonds CFA, qui plombe totalement toute ambition légitime du peuple souverain d'orienter son développement économique sans quelconque tutelle. Parce que le fonds CFA vous oblige, à travers le compte d'opération et d'autres mécanismes, à demander d'abord la vie de Paris, avant de vous lancer dans une quelconque opération. Même la convertibilité de... C'est le fonds CFA. Le fonds CFA, c'est lui et qui a tous ces différents éléments en réalité de domination, qui ne vous permet pas d'avoir la facilité de faire ce que vous voulez. Troisièmement, il y a la question des accords de coopération militaire. Et là encore, qu'avec beaucoup de brio, le magistère actuel, sous le leadership du président français Touadéra, a pu briser. La France était un État dans un État ici en République centrafricaine. Pourquoi? Parce qu'elle avait son armée qui était là. Et cette armée-là obligeait l'ensemble des acteurs politiques à ne pas prendre le chemin de travail, comme on dit vulgairement, à être obligé d'être dans ce chemin-là qui a été tracé, celui de la soumission vis-à-vis des intérêts français dans cet espace. Donc, quand on dit par exemple, je crois que c'est le point 18 du préambule de cette constitution, on nous dit déterminé à proscrire la mainmise de l'extérieur sur toutes les richesses naturelles de la République centrafricaine. Vous ne pouvez pas mesurer le poids de ce que représente, n'est-ce pas, ce point important. C'est-à-dire qu'enfin, la République centrafricaine met au cœur de sa souveraineté la question de la protection de ses richesses. Ce qu'on n'avait pas avant. Mais c'est dans ce pays, je vous fais un bref rappel, qu'on avait par exemple des paysans français qui étaient propriétaires, M. Giscard d'Estaing en l'occurrence, qui étaient propriétaires des forêts. Qui était sa propre propriété. Mais oui, jusqu'à un passé pas très longtemps. Donc il n'était pas très différent de Léopold II, qui avait fait du Congo sa propriété privée. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Ça signifie que même un Centrafricain, même mon ami qui était là, ça échappe au contrôle. Le droit de rentrer dans cette forêt sans l'accord et le de Paris, de quelqu'un d'autre qui n'est pas centrafricain. Donc c'est cette forme d'aberration qui existe. Deuxièmement, il faut aussi considérer que dans les dynamiques qui traversent le monde aujourd'hui, la refondation de la question des États, mais surtout de leur souveraineté, est au cœur de la nouvelle dynamique géopolitique dans l'avènement du monde multipolaire. Le Centrafrique ne pouvait pas rester en marche de cette grande réflexion, mais de cette dynamique. Moi, j'appelle le déplacement des plaques tectoniques qui s'opèrent. Pourquoi? Pour deux raisons.
on dit vulgairement que quand on atteint le fond, on ne peut plus faire autrement que de remonter. Ça, c'est une logique. C'est une logique, bon, pratiquement, voilà, et même d'ordre physique, si vous voulez. Donc, le Centrafrique avait atteint le fond. Il n'y avait pas moyen de faire autrement que de créer des conditions de remonter. Et ils ont la chance d'avoir eu un leadership éclairé comme le président Faustin Archange Touadéra, qui a été le leader, qui a été le porte-flambeau, qui a été le claireur, qui a été celui-là qui a tenu haut le flambeau pour dire à son peuple, nous allons sortir de cette nuit noire. Et cette constitution consacre cette volonté. Elle consacre cette volonté par des données tangibles de la protection des intérêts de la République centrafricaine. Effectivement. La domination étrangère, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Les peuples africains qui veulent s'affranchir de cette domination seront obligés de passer par l'épreuve du feu. Ouais. Et l'un des éléments majeurs de cette épreuve du feu, ça va être justement cette constitution référendaire qui va permettre à ce pays de se doter enfin d'une constitution de liberté qui va refonder l'État centrafricain. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. C'est le chemin de Damas, si vous voulez. Ouais. C'est un passage obligé et je peux vous dire qu'on n'en est pas fini. Parce que quand vous avez écouté par exemple les médias mainstream, tout à l'heure Matingere parlait, ouais. C'est un bashing total sur ce qui se passe en République centrafricaine. On ramène le problème de ce débat important de la République centrafricaine de se doter d'un élément de souveraineté majeur à travers la mer des lois à la question de, vous voyez, Touadéra veut s'éterniser au pouvoir. Et ils ont des relais locaux en Afrique, pas seulement ces médias mainstream, qui reprennent le même narratif et sèment cette musique fétide dans le cœur, dans le cerveau des Africains et même surtout des Centrafricains. C'est pour cela que j'ai interpellé la diaspora. Ouais. Elle doit être le premier rempart de par sa présence, n'est-ce pas, au niveau de cette bataille médiatique pour dire non. Vous n'avez pas le droit de nous imposer un quelqu'un rythme, un quelqu'un direction. Nous sommes majeurs, nous sommes souverains. C'est à nous, le peuple centrafricain, de savoir ce qui est bien pour nous ou bien ce qui n'est pas bien pour nous. Et tout cela, on a oublié les institutions. On vous parlait de la société civile, j'ai questionné la validité de cette société civile dans le cadre de la refondation de l'Afrique aujourd'hui. Vous savez que dans des pays, par exemple la Russie, même vos ONG là, si le financement vient de l'étranger, l'ONG ne peut pas avoir ces armes qui semblent neutres, mais qui en réalité sont des armes majeures mises en place par l'Occident pour continuer d'imposer une certaine pression sur la volonté des peuples centrafricains à s'affranchir de cette tutelle. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils commencent à dire qu'il y a des violations des droits de l'homme, il y a ceci, pas de les déposer sur la table de la CPI, leur autre outil de domination, on peut le dire comme ça, oui. Donc voilà, donc un peuple centrafricain de le comprendre. Et de comprendre que nul ne fera son bonheur contre son propre consentement. C'est le peuple centrafricain de déterminer pour sortir de cette cage de fer. Et par rapport à cela, je sors par là, ouais. On n'en a pas fini. Même après l'adoption de cette nouvelle constitution, les tentatives de déstabilisation vont continuer. C'est un grand combat. C'est pour cela, c'est pour cela que nous appelons l'ensemble du peuple centrafricain à active et à comment dire ça, à densifier leur présence et leur vote dans les urnes pour légitimer totalement le processus qui est en cours et qui leur donnera enfin ce bouclier que ni encore le bébé égaré à l'intérieur du peuple de ce pays, ni la prétendue communauté internationale autoproclamée n'auront le courage de contester. Merci à vous, patient Parfendom. Docteur Yamb, alors finalement, c'est une constitution, d'ailleurs, Bissau le rappelait à l'entame de ses propos, une constitution, bien sûr, dont le peuple a été mobilisé, c'est le peuple qui l'a d'ailleurs sollicité, le peuple a été choisi, il a été mobilisé, il a rédigé entre eux, il a fait justement. Donc c'est une constitution en tout cas qui émane de la volonté totale du peuple, finalement, qui lui remet donc finalement les manettes. Tout un corridor. Ouais. Parce que le pays est enclavé. Ouais. Il est à 1450 km de l'Atlantique, c'est-à-dire du port de Douala. Il est à 2000 km de l'océan, on dit à 3000 de la Méditerranée. Comment on fait pour exporter ou pour importer?
Sauf que ceux qui, à un moment donné, estimaient qu'on ne pouvait faire on ne pouvait avoir qu'une économie de rente ici, ont estimé que ce n'était pas nécessaire, puisque s'ils construisaient quoi que ce soit, ils allaient désenclaver le pays. En le désenclavant, eh bien, on pourrait construire des voies ferrées un peu partout ou des routes un peu partout, ce qui permettrait que les autres pays d'ailleurs, à part lesquels le Centrafrique passe, n'auraient plus la même structure d'économie de rente. Mais ça peut étonner les gens, mais en 2023, les pays où on parle le français et utilisent le franc CFA ont encore la structure économique des économies de rente. C'est des pays, comme le disait le président, qui sont en fait sous néocolonialisme encore. Parce que c'est grâce à cette structure-là que l'économie de ces pays est totalement dominée de l'extérieur. Et cette domination extérieure, dans le cas du Centrafrique, en réalité, on va la trouver sur le plan économique dans 2 ou 3 choses fondamentales. La première, c'est naturellement le franc CFA. C'est-à-dire que, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais le franc CFA signifie que c'est un acteur situé en dehors du Centrafrique qui décide du contenu du développement. C'est-à-dire, quel que soit ce dont les Centrafricains ont besoin, c'est cette personne qui en décide. Qui décide de la vitesse du développement de ce pays. Et je pense que depuis 1960, on voit très bien la vitesse que cet acteur-là a imprimée à l'économie centrafricaine et au développement du Centrafrique. C'est lui qui décide de l'envergure, en fait, quelle sera la nature ou l'importance de ce qui pourrait être développé sur le plan économique ici. Je crois que les 63 dernières années nous ont clairement indiqué quelle était l'envergure que cet acteur-là décidait être l'envergure du développement du Centrafrique. En réalité, il ne parle, lui, il a ses priorités. Et ça arrive à quoi? Ça arrive à la question, par exemple, des ressources naturelles, qui étaient considérées dans la stratégie. Il n'y a qu'à aller lire le fameux ouvrage, le document qui a été sorti il y a je crois que c'était en 2019, 2020 ou 2021, l'Afrique est l'avenir de la France. Donc, moi, je n'ai jamais compris cette affaire où quelqu'un d'autre est votre avenir. Non, votre avenir, vous le construisez vous-même. Et dans la doctrine de ce type de documents, les pays comme le Centrafrique sont des réserves stratégiques. Ça veut dire que les 6 millions de Centrafricains qui vivent ici peuvent manger le côté, c'est largement suffisant. Mais les ressources minières, la forêt et les gisements pétroliers. Tout cela, les gisements pétroliers, toutes ces ressources minières, tout ce qui est dans le sous-sol, c'est les réserves stratégiques d'un autre acteur. Et lui, il les utilisera le moment venu, quand il en aura besoin si vous voulez, par rapport au choc extérieur auquel il fera face. Et on a vu beaucoup de pays africains, certains, qui en ce moment font l'objet justement d'une propagande de guerre qui a commencé depuis nos indépendances et qui est entretenue pour pouvoir à chaque fois s'assurer, pas du tout. Elle risque de continuer d'ailleurs de plus belle après l'adoption de cette constitution parce que le Centrafrique aura clairement dit où il veut aller. Mais cette situation, c'est quoi également? C'est un pays de 623 623 000 km² où en réalité en 2015 la SECNA dénombre 38 aérodromes et pistes. J'espère que l'État centrafricain peut contrôler tout ça, mais compte tenu de l'envergure de développement qu'on lui a donné, de la vitesse de développement qu'on lui a imprimé, j'ai beaucoup de mal à croire que le Centrafrique puisse contrôler tout ça, puisqu'il nous contrôle véritablement, et il y a là-dedans un seul aéroport international dans un pays aussi vaste. Je prends cet exemple, j'ai pris essentiellement l'exemple de tout ce qui est logistique. Pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple un corridor comme le corridor Ubangui, Sanga, etc., qui pourrait servir au niveau des voies fluviales pour réunir les 4 ports fluviaux que sont Bangui, Nola, Zinga et Salo, vous constatez que ce n'est pas aménagé. Mais pourquoi est-ce que, curieusement, c'est au moment où le Centrafrique passe à son référendum constitutionnel que tout d'un coup la coopération multilatérale estime qu'on peut l'aider un peu en lui apportant 500 milliards, etc. Mais ça, le Centrafrique, lui, n'a jamais fermé la porte à la coopération. Le Centrafrique n'a jamais dit « je ne veux pas de tel partenaire ». Même celui qui dit « c'est moi qui décide si tu vas te développer ou pas, le Centrafrique, c'est mes réserves stratégiques ». Le Centrafrique, ou les Centrafricains en tout cas, n'ont jamais fermé la porte à personne. Les Centrafricains disent simplement ce que disait François Mitterrand, faites comme chez vous, comme chez moi, chez vous. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, vous êtes le maître. Donc quand vous êtes chez moi,
Je suis le maître. Je suis le maître, Ouais. et vous devez pouvoir le considérer. Ouais. Je cite à dessein François Mitterrand pour dire quoi? Pour montrer à quel point la domination étrangère que subit ce pays est d'une hypocrisie inacceptable. Parce que chez eux, ceux qui veulent dominer ce pays sont naturellement, estiment qu'ils sont les maîtres, mais quand ils sont en Centrafrique, ils estiment que les Centrafricains ne doivent pas être maîtres chez eux. C'est inacceptable. C'est inacceptable, ce d'autant plus que, évidemment, on a parlé de la question des ressources humaines, parce que les questions de le néocolonialisme, ce n'est pas seulement les ressources humaines, les ressources naturelles, mais c'est aussi les ressources humaines. Le capital humain. Sauf que ce capital humain doit être structuré d'une certaine façon, forgé d'une certaine façon, pour être sûr qu'il va effectivement s'engager à développer son pays. Vous ne pouvez pas être dans des conflits d'intérêts permanents et estimer que ces genres de personnes qui est dans un conflit d'intérêts permanent ne sera pas victime de... Non, enfin, ne seront pas auteurs ou complices de délits d'initiés. Parce que ce conflit d'intérêts fait que finalement vous lancez, vous tombez dans les délits d'initiés parce que la nationalité la plus puissante au niveau international va nécessairement l'emporter. Si vous avez la nationalité centrafricaine et vous avez la nationalité, qu'elle soit française, allemande ou autre, elle va l'emporter. Mais je rappelle quand même que les pays qui représentent aujourd'hui l'essentiel de l'activité économique mondiale, de la puissance géopolitique mondiale, les BRICS, aucun de ces pays ne peut tolérer que son président ait une nationalité autre. C'est impossible. Pire, il n'y a même pas que ça. Il y a tout ce qu'on appelle, si vous voulez, les postes sensibles et stratégiques. Vous ne pouvez pas être chef d'état-major d'un pays et avoir une nationalité, une deuxième nationalité. En cas de conflit, vous faites quoi? Ou dans le cas où le pays dont vous avez la deuxième nationalité se retrouve dans une alliance internationale qui est contre votre pays, vous faites comment? Donc, en réalité, la question des ressources humaines est une question centrale. Et les incompatibilités dont par exemple qui ont été rappelées me semblent être des incompatibilités tout à fait logiques. On comprend que ce n'est pas un problème politique, en tout cas, comme certains essayent de le faire, de le dire, hein, que ce n'est pas un problème politique. Dans tous les cas, ce n'est pas une manipulation politicienne. C'est une question logique. C'est une question simplement de bon sens. Qui se fait ailleurs d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé. Bien sûr, parce que les BRICS, c'est quoi? Ces gens-là, les pays émergents. Ils représentent aujourd'hui près de 40% du PIB mondial, 40% de la population mondiale. En 90, ils n'avaient pas 15% du PIB mondial. Ils n'auraient pas construit ça si les présidents chinois avaient deux nationalités. Si les présidents indiens, les premiers ministres indiens avaient deux nationalités ou trois. J'entends beaucoup de personnes en Afrique, et c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas un problème simplement centrafricain. En fait, le Centrafrique pose les problèmes africains. J'entends beaucoup de gens dire, oui, mais si on a 2, 3, 4 nationalités, ne se font pas parce que la diaspora chinoise a une double nationalité. Elles se font parce que les Chinois aiment leur pays. Les investissements de la diaspora russe ne se font pas parce que les Russes ont 1000 nationalités, mais c'est parce que les Russes aiment leur pays. Et il faut donc comprendre que tout ça, ce sont des éléments de néocolonialisme qui sont utilisés pour pouvoir assujettir nos pays. Et j'aime l'idée selon laquelle j'étais sur ce point de l'état des lieux. Mais dans cet état des lieux, vous allez prendre par exemple la langue sango. Vous savez que dans ce pays, je me souviens l'année dernière, quand nous étions là pour le lancement du projet Sango, par un journaliste étranger qui traitait de façon continue les Centrafricains d'analphabètes. Une deuxième fois et la troisième fois, je lui ai demandé si c'était une jeune dame, si elle savait parler le Sango. Tout naturellement, elle ne pigeait pas un seul mot de Sango. Je lui ai dit, sauf que la grand-mère qui est là-bas, au fin fond de Merberati, considère que elle est analphabète, puisqu'elle ne sait pas parler sa langue. Parce qu'analphabète, c'est que vous n'arrivez pas à parler une langue, vous n'avez pas un réalisme culturel. Croire que le fait de parler la langue française fait de vous quelqu'un d'important. Je ne suis pas sûr que les gens qui connaissent le mieux ce pays sont les gens qui ne parlent aucun mot de Sango. Les autochtones. Oui, mais bien sûr, et c'est pour cette raison qu'on remarque d'ailleurs que ceux qui dirigent ce pays parlent pratiquement tous, sinon tous, je crois que tous, en tout cas ceux que j'ai déjà entendus, ils parlent tous couramment le Sango. Mais pourquoi parlent-ils couramment le Sango? C'est cette connexion, ça, les Centrafricains, ils ne savent pas. Et c'est cette connexion-là qui fait que, clairement, on ressent un pays qui veut faire ce que Aimé Césaire appelait un retour au pays natal. Et le retour au pays natal va
permettre qu'on se débarrasse progressivement de tous ces éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'état des lieux, et qui ont pendant longtemps permis que cette d'émerger, comme il aurait pu y arriver depuis très longtemps. Et je voudrais conclure par le lien entre les BRICS et ce pays. Le président de la République a fait une remarque qui interpelle lors de son discours le 10 juillet dernier, en mettant un accent particulier, en mettant en relief la coopération bilatérale avec deux pays, la Russie et le Rwanda. Les questions sécuritaires ont été clairement mises en avant dans le cadre de ces deux relations bilatérales. Mais particulièrement avec le Rwanda, mais avec la Russie, ça va bien au-delà parce que ça indique la coopération particulière avec les BRICS, qui dans le monde aujourd'hui, ceux qui contrôlent sur le plan géopolitique non seulement la croissance économique dans le monde, puisqu'ils y contribuent à eux seuls à 50%, mais ceux qui contrôlent surtout ce qu'on appelle aujourd'hui la production des richesses dans le monde, puisqu'ils représentent à eux seuls 40% de toute la richesse mondiale, eh bien, le Centrafrique a l'intention claire, dans le cadre de ses relations étrangères, de se positionner là où le monde se construit aujourd'hui. Le monde se construisait hier dans un autre environnement qui d'ailleurs n'a eu pour seul impact sur le Centrafrique que la prédation, la misère, tout cet état des lieux que nous avons présenté tout à l'heure, qui est quelque chose de regrettable qui a conduit à cette insécurité permanente qui a été vécue ici. Donc nous pensons que les éléments dans cette constitution qui renforcent l'idée que de tels partenariats soient noués, et avec la constitutionnalisation du projet Sango, qui relève désormais de la loi et donc du travail de l'Assemblée nationale, eh bien vous voyez que le Centrafrique crée le cadre et c'est ensemble que nous allons nous relever. Docteur, nous restons avec vous puisque vous venez là de faire le diagnostic, n'est-ce pas, de l'économie centrafricaine, et également nous savons pertinemment que pour mieux traiter un patient, il faudrait faire un diagnostic. Vous avez passé en revue toutes ces questions économiques qui aujourd'hui empêchent le développement socio-économique de la République centrafricaine, plus général en ce qui concerne le continent africain, puisque c'est un combat Écoutez, le Centrafrique montre la voie, est sur ce qui nous paraît être la bonne chose à faire. L'Afrique en 2021, en attendant que les données de 2022 soient compulsées, c'est 1/3 des exportations de matières premières dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir les matières premières, c'est-à-dire par exemple soit présentées ou dont la disponibilité nous sera un an prochain lors du sommet de Johannesburg. Vous adossez votre monnaie sur l'or, vous avez la certitude d'avoir la monnaie la plus stable. Et le Centrafrique a en 2022 sorti une loi sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est de l'or numérique. C'est pas moi qui le dis, c'est le Securities and Exchange Commission, le gendarme des marchés financiers américains qui le dit. Et c'est BlackRock, la plus grosse entreprise d'investissement dans le monde, 3 fois le PIB de la France. Donc, c'est à peu près la moitié de tout le PIB de toute l'Union européenne qui disent que c'est de l'or numérique. Quand des acteurs aussi importants le disent, ce n'est pas à nous de Centrafrique a pris exactement la meilleure direction possible qui peut être prise aujourd'hui. Donc, je crois que lorsque vous avez un continent qui, demain, en 2050, va représenter 50% des matières premières exportées dans le monde, vous commencez à vous dire, le peuple qui prend sur lui de protéger les matières premières est un peuple, en fait, qui est en train de se battre, non pas pour lui-même, mais pour toute l'Afrique. Parce que ce qu'on appelle développement économique aujourd'hui, c'est quoi? Vous trouvez qu'il y a beaucoup plus de vapeur d'eau que de choses consistantes là-dedans. Parce que vous allez trouver, quand vous parlez de la valeur ajoutée, donc du PIB, constitué par les cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'avocats, des choses de ce genre, c'est de la vapeur d'eau. Ça produit quoi? Ça produit quel bien? Mais à côté, vous avez des... On les transforme. On les transforme. Ça, c'est du concret, c'est de la vraie valeur ajoutée. Et l'Afrique qui est victime douanière, puisque les 33 milliards de tonnes de matières premières qui ont été exportées en Afrique en 2021, en prenant Chine, faisant de l'Afrique la première puissance économique du monde. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'Afrique est vraiment la première puissance économique du monde, mais elle est victime de son éclatement. Elle est victime du fait qu'il n'y a pas de constitution comme celle-ci
qui protège ses matières premières. Ouais. Et le Centrafrique dit, je crois que c'est ce que le grand Fendo m'a cité, A rappelé tout à l'heure. dit, nous peut dire quoi? Le Centrafrique est en train de dire à tous les autres pays africains, chers frères, mettons-nous Unité. ensemble Ouais. Pour lutter. pour contrôler nos matières premières et pour désormais être capables, notre pouvoir, de défendre ce que nous sommes et qui nous permettra demain de pouvoir satisfaire les besoins de nos populations. Donc c'est la voie. Et cette voie-là s'appuie sur comment, qui doit être chef de l'État chez nous. Un visionnaire. Mais qui doit être chef de l'État chez nous? Parce que si critères, nous avons bien des sûr. chefs d'État Ouais. qui ne vont pas, Ouais. que ça construise les routes, que ça aménage les voies fluviales, Ouais. que ça puisse envoyer les enfants à l'école, Les que nous avons les scolaires, ressources oui. humaines les mieux formées, en fait, nous allons brader. Or, il ne faut pas brader. Et ce message du Centrafrique au reste de l'Afrique, j'espère que tout le monde est en train de l'écouter. Le texte est déjà disponible. Hein, il est déjà disponible. J'espère que tout le monde va le lire et que, au-delà Du contenu. du référendum constitutionnel du Centrafrique, nous allons nous retrouver avec en réalité une sorte de constituante africaine très rapidement pour pouvoir profiter des avancées que nous pouvons trouver dans ce texte. Cette réécriture de la Constitution pose alors les fondements d'une, on va dire, on parle souvent de démocratie à l'africaine, une véritable démocratie à l'africaine. Le docteur Yam disait, suivre l'exemple centrafricain, donc une démocratie à l'africaine qui aujourd'hui remet le peuple africain ou alors les pays africains, alors le peuple au centre et bien sûr garantit une certaine souveraineté. Hier déjà, je parlais d'une constitution avec un accent civilisationnel. Oui. Effectivement, nous sommes confortés dans cette perspective. La consacre un souverain. C'est-à-dire, je vais prendre la boutade latine. Vox populi, Vox Pop. vox dei. Vox Dei. La voix du peuple Voix de et Dieu. la voix de Dieu. Oui. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est au début et à la fin ouais. du processus décisionnel. Comment ça a été réussi? Ça a été réussi par une équation très simple. Le peuple centrafricain, son pouvoir, au président de la République, il l'exerce. Le président de la République a les responsabilités de ratifier les traités, Ouais. les accords internationaux. Oui. Mais dans les articles 179 et suivants, vous allez lire, le peuple centrafricain peut dénoncer, à l'issue d'un référendum, dénoncer un accord international. Tout à l'heure, le docteur Yamba parlait, par exemple, de la concrétude de ce qu'on appelle de manière claire la domination. Oui. La France a signé les accords de domination avec le Centrafrique. Officiellement, c'est ce qu'on dit. Mais je viens dire aux Centrafricains une chose. Mes frères, la France n'a jamais signé d'accord de coopération avec le Centrafrique. Oui. C'est un autre Français. De ce côté, le Français signe pour la France et de l'autre côté, un Français signe pour le Centrafrique. Et on vous dit que c'est le peuple centrafricain qui a signé un accord de coopération. Alors, cette constitution dit quoi? Que lorsqu'on constate qu'il y a des aberrations comme ça, Ouais. c'est-à-dire des énormités de la sorte, le peuple plus de valeur. Tout à fait. Donc le président Touadéra est de prendre des décisions par moi-même. Non. Ce que nous ferons, c'est que le peuple, puisque c'est son intérêt, le peuple lui-même sera convoqué pour dire s'il veut continuer à vivre avec pas des rapports sains entre les États et ou bien s'il décide de foutre ça à la poubelle. Je ne vous coupe pas. Est-ce qu'on doit considérer, donc, qui finalement aujourd'hui, avec ce projet de nouvelle constitution, vient légitimer ce type d'action? Tout à fait. Ouais. Vous savez, même les résidences de leurs ambassadeurs parfois, Oui. ils se taillent la part du lion à chercher. Parfois, ils font ça sous forme d'accord entre les deux pays. Et le peuple centrafricain, s'il n'est pas d'accord, il pense que l'espace peut être attribué pour un projet social, un projet économique, peut décider de remettre en question cet accord. Donc, tous les éléments qui n'arrangent plus le peuple centrafricain, cette constitution donne le droit au peuple centrafricain de remettre cela en question. Oui. Un autre élément qui m'a beaucoup marqué, la question, le département d'État dit que la France retient dans son trésor 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars de l'ensemble des 17 pays qui sont dans l'espace le franc CFA. franc. Parce qu'il y a le Comore qui a aussi l'espace. Bon, 500 milliards de dollars. Prenons un peu la valeur en francs CFA. Oui.
on est dans l'ordre de près de 250 000 milliards de francs CFA. Ouais. 250 000. À peu près 300 000. 300 000 milliards de francs CFA. Oui. Et si vous repartissez, si vous divisez par 15, vous voyez qu'au moins les fameux conseils qui auditent les experts de la direction, il y a une direction au ministère des Finances qui s'occupe de ça. Et cette direction, ces experts disent que la France n'a même pas le droit de toucher 1 centime de cet argent. Mais cet argent croupit en France pendant que nous avons, le docteur Yama a pris des exemples, les routes qui ne sont pas bitumées à Bangui. Cet argent croupit en France pendant que nous n'avons pas le rail au Centrafrique. Pendant qu'on réfléchit sur comment il faut faire pour lever les fonds et développer les infrastructures de base. Vous avez vu dernièrement au journal, on nous montre qu'on est en train d'inaugurer un hôpital qui est en plus le gouverneur de la BEAC. Pardon, le conseil de gouvernance de la BEAC. Oui. Ce conseil-là est constitué des Français également. La France a 3 représentants. Dans chaque instance, 2 représentants, semble-t-il. 2 représentants. Et même au niveau de la gouvernance de la monnaie, ils ont encore 2 représentants. Exactement. Oui. Et ils ont au sein des ministères des Finances de nos pays encore des représentants. Des conseillers même. Des gens qui sont là pour nous dire comment nous devons gérer nos économies. Ces gens vous disent encore, nous savons, nous sommes les pays de respect des droits de l'homme, et pourtant, les libertés et les droits économiques et sociaux sont des droits de l'homme, au même titre que les droits fondamentaux, qui sont les droits civiques et politiques. C'est des droits de l'homme. Or, les droits économiques et sociaux, c'est quoi? C'est justement la liberté de le droit à une bonne alimentation, le droit à l'éducation, le droit à un service tout à fait fondamental, à une certaine dignité. Mais des gens vous enlèvent votre dignité et eux vous parlent de droits de l'homme. Vous voyez que c'est contradictoire. Normalement, quand on parle de droits de l'homme, les États-Unis, la France, ne devaient même pas s'asseoir sur une table. Ils devaient se cacher parce que c'est les plus grands violeurs de droits de l'homme dans l'humanité. Maintenant, cette constitution est venue résoudre ça, en disant, nous constatons que, par des entourloupes du droit international, ces gens peuvent s'arroger un certain pouvoir. Nous disons au peuple centrafricain, si ça ne vous arrange pas, vous avez le droit de dénoncer. Ouais. Et deuxièmement, il y a une loi organique qu'on peut actionner, qui nous donne droit à une monnaie qui nous détache des liens de la servitude. C'est tout à fait simple. Cette constitution est en train de créer les conditions d'une véritable souveraineté. Ouais. Vous avez également des éléments civilisationnels, hormis le mariage. Le type de minorité. Les mots ne sont pas un hasard. Les Occidentaux parlent de minorité sociale. Je n'ai pas vu ça dans la Constitution. Non. On a mis minorité culturelle. On a parlé d'un ensemble de minorité culturelle. On n'a pas mis sociale. Pourquoi? Parce que quand vous avez dit social, ils vont vous dire qu'il y a cette affaire, cette affaire démoniaque des LGBTQ qui doit également entrer là. Pour ceux qui ne savent pas, LGBTQ, c'est les homosexuels. Les hommes qui vont avec les hommes et les femmes qui vont avec les femmes. Donc, des affaires comme ça, ils peuvent vous les imposer en vous disant que vous avez mis dans votre constitution ce genre de terme. Le Centrafrique n'a pas pris ce genre de mesures, a dit nous allons nous éloigner au maximum même de leur ça prouve que les mots ont été vraiment choisis pas au hasard, voilà, minutieusement. Minutieusement. Examiné. Quand vous avez cette constitution qui consacre le peuple, cette constitution protège même, j'ai suivi tout à l'heure, Dr Yama a dit, après le référendum, ils vont encore faire la propagande de la guerre. Oui, c'est vrai. Mais comment est-ce que le Centrafrique a été stabilisé? C'est pas moi qui dis, c'est pas Batengue. Non, moi j'ai rien dit. C'est le rapport du département de la CIA, même pas du département, de la CIA. C'est-à-dire les services secrets états-uniens, américains. Le service secret dit qu'en 2019, le pays a été sécurisé à 85% grâce à la coopération des Russes. C'est les Américains eux-mêmes qui disent ça dans leur rapport, leur service secret. Vous savez ce que la Constitution dit? La Constitution dit que celui qui va encore se hasarder à prendre les chemins de la violence, le pays a le droit
de recourir, peu importe les partenaires de celui qui va le faire, Tout à fait. de recourir à ces accords de coopération. Pour stabiliser le pays. Le président Touadéra, c'est bien parce que le docteur Yamba a rappelé, que le président Touadéra a rappelé aux gens dans la salle que nos partenaires en matière de sécurité, c'est la Russie, le Rwanda. Oui, Que ce soit clair. Voilà, que ce soit clair. Ouais. Et vous avez vu que certains diplomates ont baissé la tête. Ils ont rougi. Les Noirs ne rougissent pas. Vous comprenez qu'ils étaient d'une certaine race. Donc, quand vous revenez à l'élément, on vous dit qu'au cas où quelqu'un s'engage encore sur les chemins de la violence, il trouvera sur son chemin les accords de coopération qui ont été signés avec ces nouveaux partenaires. Donc, ces partenaires, on voit leur efficacité dans le monde. Ils rassemblent 50 pays de l'OTAN qu'ils fessent sur un seul terrain. C'est l'Ukraine. Tous les pays de l'OTAN sont là-bas et reçoivent leur bastonnade collective. S'alarmer tous les jours, ils sont obligés de mentir dans leurs médias, raconter des victoires de papier. C'est masqué. Oui, parce qu'ils savent que l'adversaire est à la hauteur des enjeux. Donc, pendant que la Russie fait cette démonstration de force, c'est un message aussi aux aventuriers qui voudraient se lancer dans de telles aventures, qui regardent le sort de Zelensky et qui s'imaginent qu'il pourrait devenir Zelensky. Parce que Zelensky, de son côté, il suit défaite après défaite. Donc, si eux aussi s'engagent contre les Russes, ils pourraient essuyer défaite après défaite. C'est une manière de dire quoi? Lui au moins c'était déjà président. Eux ils n'auront même pas l'occasion d'être président. Donc c'est une manière de dire, le Centrafrique a prévu dans sa constitution, les citoyens centrafricains qui ont cette constitution doivent la lire attentivement. Il y a beaucoup de points à l'intérieur, même des éléments cosmogoniques. Et hier, c'était bien parce que l'honorable, le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Évariste Ngamana, a effectivement confirmé qu'ils ont, quand vous regardez le nombre de pages du document, vous vous posez des questions. Mais comment ont-ils travaillé? C'est des chiffres sacrés qu'ils ont utilisés. Or, la numérologie sacrée, c'est quelques DG. Et ce travail qui a été fait ne peut pas être saqué ou sapé par quelques individus. Non. C'est pourquoi les citoyens qui vont avoir cette constitution doivent prendre assez de temps. Ils doivent la lire. Ils doivent profondément scruter les points qui ont été développés. Et quand ils iront pour voter, ils ne vont pas voter parce qu'on leur a dit voter pour le oui. Et parce qu'ils s'approprient du contenu. Ils vont s'approprier le contenu et ils vont savoir que nous avons une souveraineté et nous permet de nous défendre contre nos ennemis. N'ayez plus peur. Ceux-là qui hier vous brandissaient la guerre, ils sont vaincus sur d'autres territoires par votre allié. N'ayez pas peur d'eux. Monsieur Ndom, vous êtes homme politique, vous avez suivi de bout en bout les différentes analyses. Est-ce dire que aujourd'hui, économiquement, puisque fort longtemps, au lendemain de l'indépendance, on ne parle que de l'indépendance politique? Je crois qu'à la lecture de cette constitution résout un problème majeur, qui est l'un des tendons d'Achille des pays africains surtout. C'est l'incapacité ou bien la faiblesse de l'ensemble de ces pays-là à se doter des organisations à la hauteur des enjeux. Cette constitution organise et met le niveau d'organisation du peuple centrafricain au niveau du top jusqu'au bottom. Il faut être organisé de manière méthodique avec cette discipline parce que les enjeux dépassent les cadres, j'allais dire carrément ludiques sur le plateau que je partage avec mes amis. C'est la question de l'unité de notre continent. L'unité africaine va consacrer aussi le fait que l'Afrique va se doter d'un bouclier pour qu'elle soit à l'abri des attaques multiples, diverses un peu. Mais je vais insister là-dessus pour dire qu'aucun de nos pays ne pourra s'en sortir seul. Aucun. Nous sommes dans une démarche de libération réelle. Malheureusement, en plein cœur du XXIe siècle. Parce qu'on n'a pas été libre. Nos indépendances sont de fausses indépendances. Il ne faut pas se leurrer. Quelque part, c'est la principale innovation de cette constitution. Et aujourd'hui, c'est très important. Même la coopération militaire est dans la compréhension, mais surtout, n'est-ce pas, de vision, vont permettre au peuple centrafricain en charge. Mais nous sommes dans une démarche, c'est pour ça que il ne faut pas qu'on... parce qu'il y a aussi ce débat, vous partez d'un esclavage X pour un esclavage Y. Ça c'est pas de ça.
Oui, ou bien des Chinois. Il ne s'agit pas de ça. Mais nous sommes dans une démarche de sortie de l'esclavage. Nous sommes dans une démarche, n'est-ce pas, de réappropriation de notre souveraineté. Nous avons besoin de soutien. Parce que notre quête d'indépendance n'est pas construite avec une fonction de nous opposer à quelqu'un d'autre, mais a pour fonction de nous permettre d'être des hommes libres, libres dans nos choix, de manière souveraine. C'est ça l'essentiel de cette affaire. Et nous, ça revient, et là encore, je dis Ouganda, qui est dans son principe de quoi? C'est tout. Donc, vers notre souveraineté, vers tout ce qu'il a bien décrit là, la capacité de donner une meilleure vie à nos citoyens et à notre peuple. Effectivement, dans lequel nous avons été vraiment enfoncés. Et j'espère que les jeunes, les femmes, les hommes centrafricains qui vont lire, n'est-ce pas, cette constitution, vous esclaves, nous présentons la face du monde, le véritable projet civilisationnel que le monde n'aurait jamais dû abandonner. Oui. C'est un projet purement humaniste. C'est pour cela qu'on ne laisse pas. Et cet homme-là, il est l'homme centrafricain, il est l'homme africain, il est l'homme noir, il est l'homme tout. Dans l'esprit de ce que nous sommes, nous ne sommes pas des hommes qui veulent dominer absolument d'autres hommes, qui veulent assujettir absolument d'autres hommes. Et ce n'est pas par hasard qu'on a choisi un partenaire qui, depuis très longtemps, je parle de la Russie, n'a pas eu de colonie en Afrique. Oui. Au contraire, ce pays, dans son histoire, c'était la Russie de Catherine II, il faut le savoir. L'ensemble des mouvements de libération dans notre continent ont toujours été accompagnés par la Russie dans leur quête d'indépendance. L'UPC, le MPLA, le FLN et j'en passe. Au contraire, ceux qui nous dominent, ceux qui continuent d'imposer, de tenter de nous imposer cet ordre ancien qui refuse de mourir, ils ont toujours... qui ramènent l'homme noir complètement dans l'état de sous-homme. C'était qui? Qui était-il? Il faut le dire. C'est ça l'histoire, c'est important. Donc les gens aujourd'hui qui nous font croire qu'il faut à Paris, à Londres, à Washington, obéir au FMI et à la Banque mondiale pour être dans la modernité, je les regarde dans les yeux et dis, mais vous avez un problème. Vous avez un véritable problème. Donc, possibilité à l'Afrique aujourd'hui de pouvoir, en réalité, réécrire sa propre histoire, comme le disait Lumumba. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. La République centrafricaine est en train d'écrire son histoire. Le peuple centrafricain est en train d'écrire son histoire. Et l'histoire de la liberté, l'histoire de la dignité, l'histoire du progrès, surtout l'histoire de permettre aux êtres humains d'être enfin de vrais hommes avec des LGBTQ et tout ça, seront considérés dans un avenir très proche comme des avatars, des espèces d'humanoïdes qui confondent l'être humain dans sa valeur naturelle essentielle avec, je ne sais pas, bien... Vous êtes économiste, le dossier économie est au cœur de ce débat constitutionnel. La République centrafricaine, comme vous le savez, autant au même titre que moi, est victime d'une guerre économique au cours de ces 5 dernières années, caractérisée par la suspension de l'aide budgétaire. Et cela n'a pas empêché le gouvernement souverain de faire face à ses charges régaliennes. Je voulais citer entre autres le paiement à terme échu des salaires, les pensions et également la bourse. Est-ce dire que c'est un début de la liberté, de l'indépendance économique et la République centrafricaine a fait preuve sur la scène internationale? Pas seulement 1200 milliards de dollars de dette, les États-Unis sont plus de 30 000, je crois 30-35 000, etc. En tout cas, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays de l'OTAN, c'est une moyenne de 120% du PIB. L'Afrique tout entière, ces 8 milliards de dettes sont devenus le seul peuple au monde qui a le mur de la dette, qui a le fardeau de la dette. Je ne comprends pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que, au fond, la question de l'endettement peut être vue autrement. Et si nous avons des États qui estiment qu'ils peuvent rester sans s'endetter, les différentes institutions, c'est extrêmement important. Et c'est peut-être à cause de cela que 2 points me viennent à l'idée qui sont extrêmement importants. Le premier est purement politique. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde comprend que le jeu politique est ouvert.
Nous avons besoin de développement économique, il nous faut la paix. Un statut à l'opposition. Un statut. Je crois que vous allez compter, même parmi les pays qui veulent s'ériger en donneur de leçons en Afrique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ouais. Beaucoup, très peu, ont donné un statut, ont constitutionnalisé leur opposition politique. Très peu. Et donc, c'est pour rassurer tous ceux qui sont à l'étranger, qui donnent le sentiment tropical, qu'on ne comprend pas. Mais attention, ce qui se passe ici est extrêmement important. Question de l'autodétermination. Quand vous lisez cette constitution, vous comprenez une chose qu'on n'a certainement pas compris, que nous n'avions pas comprise en Afrique depuis les années 45. L'autodétermination n'a pas à être reconnue par l'ONU ou par quelque autre organisation internationale. L'autodétermination se donne, s'acquiert. Ouais. Cette constitution permet au Centrafrique de se donner son autodétermination. En disant tout ce que nous avons dit tout à l'heure relativement à l'affirmation et à la proclamation de l'indépendance, de la souveraineté, etc. Et de mettre en place les outils qui permettent de sécuriser. C'est qu'il a tendance à dire les choses et à estimer que, en les comme Afrique, le Rwanda n'a pas une armée aussi solide parce que le Rwanda est dirigé par des fainéants. Pas du tout. Ils ont une armée solide parce qu'ils ont mis en place un système de management qui peut susciter de l'intérêt. La Russie, pour ce qu'elle représente, mais ce n'est pas seulement la Russie qui est connue là, mais la Russie, c'est les BRICS. La Russie, c'est une certaine idée des peuples. Que j'aime bien lorsque Batengene parle de la question civilisationnelle. C'est très important parce que, grâce à Lavrov, la protection de l'ADN des civilisations, et cette constitution transpire la protection d'une chambre de la chefferie traditionnelle. Mais quelle est la première mission de cette chambre-là? C'est de protéger les us et les coutumes. Sauf que les us et les coutumes, c'est le consensus historique et civilisationnel qui organise d'une certaine façon et peuvent aujourd'hui fièrement dire, par exemple, que un couple, c'est un homme, c'est une femme. Point. Et ne pas comprendre ce que les autres disent. Et lorsque vous parlez de l'économie, mais l'économie n'est pas en l'air. En fait, l'économie est fondée sur tous ces éléments. Exactement. C'est les forces de l'investissement. Tout à fait. Vous libérez les forces de l'investissement. Et le Centrafrique vise justement à devenir, souvenez-vous du projet présidentiel, pouvoir donc jouer le jeu. Et comme c'est ouvert, peut-être qu'un jour vous pouvez gagner les élections. Parce que la seule chose, le seul moyen, le seul mode d'accès au pouvoir qui est reconnu par cette constitution, c'est les élections. C'est tout. Et ceux qui vont donc pouvoir se lancer dans les élections, cette constitution prévoit même qu'on peut vous financer. Donc si vous voulez revenir, vous avez même de l'argent pour faire la politique. Ce n'est pas seulement que vous revenez, vous restez là, vous vous débrouillez. On peut même l'État peut vous financer. C'est écrit là-dedans. Et tout cela, c'est pour encourager les Centrafricains à éviter tout ce qui pourrait concourir à la domination étrangère de ce pays. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste besoin d'être centrafricains. Et en étant tout simplement centrafricains, ça va pouvoir les aider. Et j'espère vivement, j'en formule le vœu, j'espère qu'un jour arrivera où sur ce plateau de télévision, nous ne parlerons que du Sango. Parce que peut-être que toutes ces langues-là, qui ne sont pas forcément les nôtres, peut-être qu'elles nous empêchent quelquefois par des mécanismes de psychologie très particuliers. Même l'enseignement. Voilà, de ne pas nous comprendre. Or, peut-être qu'en parlant la langue du village, avec nos ancêtres qui sont là, nous communiquons mieux. Oui. Mais pour que nous puissions communiquer mieux, il faut qu'on vienne tous. Je sors par quelque chose, juste une petite chose. Oui, rapidement. La question économique est extrêmement importante. Et des choses aussi étonnantes que la réforme de l'ONU partent en fait de l'idée que si l'ONU fonctionnait autrement, les économies de pays comme le Centrafrique se porteraient mieux. Dans ce pays, vous avez une force qui s'appelle la MINUSCA, qui a un budget de 674 milliards de francs CFA. C'est presque 2 fois le budget de ce pays cette année. Un État dans un État. Pire. Il y a pire que ça, madame. C'est pire que ça. Si les 674 milliards de francs CFA, compte tenu du fait que le Centrafrique est membre de l'ONU, si vous voulez aider un membre de votre association
parce que sa femme est malade ou parce que son enfant a des problèmes, vous ne vous installez pas dans sa maison et vous prenez sa place. Tout à fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous venez, le membre va vous dire, on a faim, on n'a pas de quoi manger chez nous. Vous apportez la nourriture, vous la remettez à la maîtresse de maison. Mais vous ne venez pas vous-même vous mettre à table, manger, servir qui vous voulez, et encore que ce n'est pas très souvent qui vous voulez, vous mangez plus vous-même et vous faites des réflexions. Je crois que la réforme de l'ONU, parce que nous sommes là effectivement dans la question des rapports avec l'extérieur de ce pays, mais de l'Afrique tout entière, avec des institutions multilatérales comme celle-là, la réforme de l'ONU doit concourir au fait que quand il y a des problèmes chez un membre, l'ONU doit remettre à ce membre-là les moyens d'exercer sa souveraineté. L'assister. Oui, l'ONU doit l'assister et lui donner les moyens d'exercer sa souveraineté. Ça veut dire que ce budget-là, normalement, devait être sous l'ordonnance du président, mais avec le contrôle de l'ONU, parce que c'est les autres pays du monde qui y auraient contribué. Et vous voyez que si cet argent était donc dépensé selon, quand vous observez ce qui est écrit dans cette constitution, vous avez le sentiment que l'exécutif centrafricain pourrait dépenser un seul franc sans que cela soit pour satisfaire les besoins des Centrafricains, impossible. Donc si de tels moyens pouvaient être mis à la disposition de l'exécutif actuel qui est capable d'imaginer, d'écouter les Centrafricains et de leur donner ça, ça veut dire que c'est ce que les Centrafricains attendent, l'exécutif le fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'ONU devrait, pour la prochaine année, parce que le budget est déjà là, le mettre à disposition de cet État-là, et laisser cet État gérer ce pays sans aucune pression extérieure, mais avec la considération qui est due à tous les États souverains. Merci à vous, Dr Yam. Il nous reste une dizaine de minutes. On poursuit donc rapidement notre tour de table pour sortir. Jonathan Batenguene. Alors, on comprend également, on a dit, le peuple au centre. Cela a été bien sûr démontré. On voit aussi des institutions finalement fortes aussi qui peuvent s'affirmer, ce qui a été ou alors ce qui est d'ailleurs peut-être encore une limite dans certains États africains, avoir ces institutions fortes qui s'affirment et qui peuvent s'opposer, pourquoi pas, une certaine hégémonie, domination. Cette constitution aujourd'hui vient renforcer donc un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre d'institutions qui leur donnent une certaine souveraineté. Vous savez, surtout les institutions, elles sont l'émanation d'une histoire. Les institutions reflètent une histoire. Oui. Les institutions sont la cristallisation des dynamiques sociales et politiques. C'est dans les institutions qu'on reconnaît les problèmes que vous avez eus dans votre vie. En fait, les institutions, c'est les réponses que nous vous apportons aux problèmes que vous avez connus. Et le Centrafrique a totalement tiré les leçons. Vous allez regarder les institutions qui naissent. La Chambre des chefferies, c'est une institution. La Cour de cassation qui existait déjà, mais qui va désormais exercer dans ses compétences réelles. On n'a plus une cour constitutionnelle, et hier, le vice-président a très bien expliqué quel est le problème qui a accouché de ce qui est de l'institution nouvelle, le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Mais comme il y avait déjà le précédent, et l'honorable Évariste Gamana, vice-président de l'Assemblée nationale, a très bien expliqué que le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation a été réalisé essentiellement dans le sens de récuser ces compétences qui ont été de manière tout à fait fausse attribuées ou bien dont se sont arrogés les juges de la Cour constitutionnelle qui relevaient normalement de la Cour de cassation. Ils ont tiré des conséquences. Et ils ont créé une cour d'arbitrage des conflits qui, cette fois-là, va travailler à régler les conflits de compétences entre les différentes juridictions. Le Centrafrique est dans le monde l'un des pays qui se dote de cette instance, qui est constitutionnalisée. Ailleurs, vous trouverez que cette instance est une chambre de la Cour suprême. Mais là, c'est constitutionnalisé en tant qu'une institution de la République. Quand vous regardez toutes les institutions qui ont émané, c'est effectivement le temps, c'est comme si le peuple centrafricain s'est assis, a dit,
nous avons marché jusqu'à tel niveau, il y a eu tel problème. Voilà la solution. Et cette solution donne une institution. Nous avons connu tel autre problème, voilà la solution, cette solution donne une institution. Le Centrafrique a constitutionnalisé jusqu'à l'opposition. Le docteur Yamba l'a dit. Quelque chose qu'on ne retrouve pas, par exemple, en France, les grands donneurs de leçons. France 24 ne le dira jamais dans son débat. Ils vous amèneront dans ce qu'on appelle chez les juristes le dilatoire. Ils vont créer un faux problème, les problèmes de mandat. Or, le vrai problème, celui qui est de la posture, qui est de la position de l'opposition dans le pays, c'est réglé par cette constitution. Quand même un opposant va s'asseoir à TVC, France 24 et RFI pour raconter des années concernant cette constitution, il devrait se poser des questions sur sa propre crédibilité, sur sa rationalité. Et les populations qui l'écoutent devraient également se poser des questions sur lui-même, sa crédibilité. En tant qu'opposant. En tant qu'opposant, mais bien plus. Sa capacité à comprendre les choses. Parce que pour prétendre diriger les gens, il faut qu'on soit sûr que vous comprenez les enjeux. Tout à fait. Si vous ne comprenez pas les enjeux, vous allez mener les gens dans le mur. Et quelque part, ça nous amène quand même à nous rendre compte que le représentant de l'opposition de l'Union des forces démocratiques de l'opposition, M. Zinga, il a été quand même très honnête. Hein. Parce qu'il a dit qu'en 1995, ces gens-là avaient de très mauvais bilans. Donc, ils n'avaient pas une capacité à bien analyser les choses. Ça rejaillit encore dans leur analyse de ce qu'ils appellent le projet de constitution. Et c'est ces gens qui prétendent vouloir mener le peuple centrafricain vers quelque chose. Vous voyez un peu? Des gens qui vous ont prouvé qu'ils ne comprennent rien, mais qui vous disent que cette fois-ci, ils ont compris le document. Je n'étais pas à la hauteur de gérer les affaires publiques. Mais ils veulent quand même comprendre un nouveau document qui leur donne une position. Et d'ailleurs, le docteur Yam dit qu'on va lui donner de l'argent pour être opposant. Mais lui ne voit qu'une phrase dans le texte. Vous voyez que c'est un homme qui... Vous pouvez remettre en question sa capacité à analyser les problèmes et à se mettre à hauteur. Ce n'est pas un homme d'État du moins. Donc, quand vous voyez ce qui a été constitutionnalisé, c'est résoudre les problèmes. On a vu que beaucoup d'opposants étaient obligés d'aller par des entourloupes, des coups en dessous de la ceinture, pour se trouver une position au soleil. Ces coups étaient parfois douloureux pour la population. Le président et tout le comité qui a travaillé sur le projet a dit nous allons résoudre le problème. Désormais, vous n'avez pas besoin d'aller dans le maquis pour être un opposant. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans le maquis pour avoir un peu d'argent. Si vous voulez faire l'opposition, venez faire l'opposition démocratique. C'est résoudre un problème fondamental. Madame Sikenou, mais quand vous lisez les textes de sociologie politique, 98% vous expliquent que les coups en dessous de la ceinture et la corruption systématique et systématisée de l'opposition est due au fait que les opposants généralement n'ont pas d'argent et qu'ils font l'opposition sur la base de la surenchère. C'est-à-dire, voilà le grand frère patient parfait qui vote une loi suivant laquelle tous ceux qui seront assis à sa droite seront rémunérés. Et moi, sentant que cette affaire-là n'est pas certaine, je commence à dire non, sans même comprendre le fond de sa pensée. Je dis non, sur la base simplement que je dois m'opposer à lui. Et je fais la surenchère pour simplement l'amener à me dire, bon, Jonathan, viens. Voilà une place. Voilà une place pour toi. Et ce qui favorise généralement les financements externes. Externes également. Le Centrafrique a résolu ce problème. Donc il n'y aura plus un opposant affamé qui va se vendre pour vivre, qui va vendre sa conscience pour vivre. C'est des individus qui auront leur propre dignité et qui pourront donc défendre la dignité du peuple. Le Centrafrique a compris qu'il n'y a que des hommes dignes qui peuvent défendre la dignité d'un peuple. Un homme qui est affamé n'est pas digne. Il peut se vendre au plus offrant. Il a la solde de tout le monde. Donc, le Centrafrique a résolu ça. Et si vous êtes un véritable opposant, rien que pour ça, vous pouvez déjà vous dire, au moins avec ma fonction d'opposant, dans cette République, je pourrais vivre décemment. Donc, je pourrais travailler au bien-être de la République et je pourrais prétendre de manière responsable aux destinées de notre pays. Effectivement, on sent comme une certaine responsabilité lorsque justement cela est contenu dans ce projet de nouvelle constitution. On essaie de responsabiliser justement ces hommes politiques de l'opposition. Hier, nous disions que le président Touadéra, c'est un champion qui n'humilie pas. Il n'humilie pas ceux avec qui il s'est battu. Il vous gagne,
Mais ils ne vous humilient pas. Plutôt, ils vous élèvent. Et les grands champions, c'est ça, leur âme. Ils ont la capacité non pas de ridiculiser ceux qu'ils ont battus, mais de les élever en leur montrant que vous pouvez encore faire mieux. Vous aussi, vous avez dans vous la graine du champion. Ouais. Il faut juste développer cette graine. Le président Faustin Archange Touadéra se comporte comme un véritable leader. Un véritable leader, c'est un serviteur. Et il sert pourquoi? Parce qu'il veut que l'ensemble de la troupe puisse s'élever à son niveau. Et il sait que ce n'est qu'ensemble élevé qu'on peut atteindre les plus hauts sommets. Donc pour lui, une nation où il y a un peuple à deux vitesses, ce n'est pas intéressant. Il faut un peuple qui soit dans les mêmes standards, et ce peuple ensemble va vers l'élévation collective. Le président Faustin Archange Touadéra, dans cette constitution, passe un message à l'histoire. Je crois que des générations de Centrafricains, après ce qui se fait aujourd'hui, parce que nous disons toujours c'est le rendez-vous de l'histoire, ouais. Après ce qui se fait aujourd'hui, les constitutionnalistes de demain, pas seulement au Centrafrique, de partout dans le monde, vont commenter cette constitution avec des thèmes bien plus... Merci à vous, Jonathan Batenguene. Je pense qu'on va terminer avec M. Ndom. Oui, M. Ndom, la question du circuit économique a également été au cœur des Occidentaux. Il faudrait qu'il y ait création d'une monnaie unique. Pensez-vous que la création d'une monnaie unique en Afrique pourrait être une solution durable à la domination étrangère? Mais évidemment, tous les économistes authentiquement africains qui militent pour une Afrique de contraintes sont dans cette perspective-là. C'est une perspective à long terme, ça on ne peut pas le nier. Mais ça repose la question de notre souveraineté. Mais il y a des éléments de blocage. Le franc CFA en est un. Majeur, c'est un grand rocher qu'on a placé sur notre chemin et qui nous empêche d'avancer. La Constitution règle le problème. Oui. On a fini par constitutionnaliser les monnaies. Vous restez avec le franc CFA, c'est vous qui avez les problèmes, premièrement. Deuxièmement, il faut voir le type d'économie qu'on veut créer au niveau de la Centrafrique. Pour l'instant, c'est une économie extravertie. Aucune transformation, au moins première, deuxième transformation de vos produits, de votre sous-sol. Commencez à prendre tout ce que vous avez sur votre sous-sol comme raw matériel et le renvoyer par le voilà et partir. Vous allez faire comment? On se développe en transformant localement. C'est là que la plus-value qui permet au pays. Donc tout ce qu'on aura, qu'on va sortir de notre sous-sol, attention, c'est fini. Cette affaire de tout renvoyer de manière brute, sans qu'il y ait des transformations locales qui nous permettent, d'acquérir le savoir, mais aussi le savoir-faire. C'est ça qu'on appelle la démystification de la science. À la conscience de ces avions doivent être des Chinois. C'est comme ça en fait, ce qu'on appelle le transfert des technologies, c'est comme ça qu'on acquiert. On l'acquiert seulement par la... C'est une arme qui va régler le problème de l'indépendance nationale. Donc il va passer des indépendances factices dont on nous vante tant vers la véritable indépendance. Des initiatives qui seront propres à la puissance centrafricaine, qu'elle est dans un environnement qui a été façonné de cette manière-là depuis les temps coloniaux,